Alors qu'en ce moment, en play-off, les dernières équipes NBA survivantes s'écharpent pour décrocher le titre, nous avons décidé aujourd'hui de revenir sur celles qui, dans l'histoire, ont connu les plus gros chokes en post-season. Ne nous mentons pas, la sélection a été difficile, et il a fallu faire un choix drastique parmi la cinquantaine d'équipes que nous avions sélectionnées en amont. Alors après les chokes individuels que nous avions déjà traités, place aux plus gros chokes collectifs maintenant. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que grosso modo, nous avons deux catégories de chokes. Tout d'abord, nous avons les équipes super attendues car elles ont fait une excellente saison régulière. Ne pas aller au titre ou ne pas au moins réaliser un gros parcours a forcément représenté une grosse déception, un choke. Ceci dit, à côté de ça, nous avons aussi les équipes qui en début de série n'étaient pas forcément favorites, mais qui au fur et à mesure se sont retrouvées dans une position hyper favorable pour passer à l'étape supérieure avant de s'écrouler. On ajoutera également que plus ce genre de choke a lieu tard dans les playoffs, et plus il aura été marquant. Et forcément, quand tous ces ingrédients ou presque sont réunis, on assiste à un choke plus que marquant, comme celui des Golden State Warriors lors des finales NBA 2016. Bon, déjà, on aurait pu parler de ce qu'il s'est passé en finale de conférence. Le Thunder menait 3-1 face à Golden State et n'était plus qu'à une petite victoire des finales. Malheureusement pour Kevin Durant et ses potes, OKC a fini par se faire éliminer en 7 par les champions en titre. Si nous aurions pu garder ce choke du Thunder dans notre sélection, nous ne l'avons pas fait, car même s'ils menaient 3-1, c'était finalement assez logique de les voir s'incliner contre ces Warriors qui sortaient de la meilleure saison régulière all-time, avec un bilan de 73 victoires pour 9 défaites. Par contre, voir ces Warriors se faire remonter à leur tour un 3-1 en finale NBA, chose qui n'était jamais arrivé avant dans l'histoire à ce niveau de compétition, ça c'était sacrément inattendu. Bon, cette saison 2015-2016 légendaire, on s'en rappelle. En plus de s'être emparé du record all-time de victoires, l'équipe avait pu voir dans son groupe Stephen Curry terminer MVP à l'unanimité pour la première fois de l'histoire de la ligue. À leur arrivée en finale NBA, et ce malgré les difficultés rencontrées face au Thunder, les Warriors s'affichaient comme les grands favoris pour remporter leur deuxième titre consécutif. Ce fut encore plus le cas lorsqu'ils prirent l'avantage 3-1 dans la série, après avoir laissé échapper le match 3 à Cleveland certes, mais en ayant remporté les 3 autres rencontres de façon assez aisée. Le souci c'est qu'après un mauvais geste sur LeBron James, Draymond Green s'est fait suspendre pour le match 5. Dos au mur, les Cavs en ont profité pour éviter l'élimination en 5 matchs et revenir à 3-2 dans la série après une victoire remportée 112 à 97 en Californie avec un duo LeBron-Kyrie à 82 points en cumulé. Ensuite à domicile avec un LeBron James qui pour la deuxième fois consécutive dans la série scorait 41 points, Cleveland arrachait un match 7 et se donnait le droit d'aller jouer le titre sur un match décisif à Oakland. C'est là qu'a pris place l'un des plus gros chokes de l'histoire, les Warriors qui pourtant présentaient l'une des meilleures attaques all-time n'ont alors pas réussi à mettre un seul point lors des 4 dernières minutes 39 de cette rencontre couperée. Si bien sûr il faut donner énormément de crédit aux Cavs pour leur comeback héroïque, mais aussi à des joueurs comme LeBron James ou Kyrie Irving pour leurs actions clutchissimes lors du match 7, impossible de ne pas jeter la pierre à ces Warriors qui se sont complètement écroulés lors de la fin de cette série, depuis restés dans l'histoire. Dominer une saison régulière de la sorte, puis s'incliner en finale NBA après avoir mené 3-1, évidemment que nous ne pouvions pas passer à côté de ça dans notre projet d'évoquer les plus gros chokes all-time. Même s'il est vrai que la suspension de Draymond Green pour le match 5 et que l'absence d'Andrew Bogut pour blessure lors des matchs 6 et 7 ont joué, ces éléments ne nous suffisent pas pour excuser les Warriors d'avoir laissé échapper cette chance de titre. Cependant, même si cette finale fut évidemment marquante pour les fans des Warriors, ne pensez pas que Golden State soit la seule team qui ait gâché une occasion de s'emparer en finale d'un titre qui lui tendait les bras. Et vous savez quoi? L'équipe que nous allons aborder, les Spurs 2013, ont eux aussi été victimes de LeBron James et de ses potes lors des finales NBA. Pour parler de ça, nous allons directement voyager vers le match 6 de cette série. Le début des finales jusque-là s'est montré très serré, avec deux teams qui à tour de rôle s'échangent les victoires. Après une victoire à domicile par 10 points d'écart lors du Game 5, San Antonio mène 3-2 dans la série et n'est plus qu'à une petite win d'éliminer Miami, alors champion en titre. Dans cette rencontre, tout se déroule pour le mieux pour les Texans, quand à la fin du troisième quart-temps, ils affichent une avance de 12 points. Le problème, c'est que dans le quatrième quart-temps, LeBron James, sans son bandeau, sonne la charge et permet à son équipe du 8 de combler l'écart. Malheureusement, la tâche s'annonce vraiment ardue et à 28 secondes de la fin de ce match 6, San Antonio mène toujours 94 à 89 et n'est plus qu'à un cheveu de célébrer le titre avec les dirigeants de la NBA qui, pendant ce temps, s'occupent de tous les préparatifs nécessaires pour la cérémonie du titre. La salle de Miami se vide, les supporters s'échappent dégoûtés et le sort de cette saison régulière semble acté. Surtout que LeBron James, à ce moment-là, manque un 3 points désespéré pour ramener les siens au score. Mais c'est justement à partir de ce moment-là que le miracle prend place. Mike Miller prend le rebond offensif et ressort directement sur le King qui immédiatement retente sa chance, avec succès cette fois-ci, et ramène le hit à -2. Sur l'action suivante, les Spurs ont à nouveau l'occasion de tuer le match, par l'intermédiaire de Kawhi Leonard, victime d'une faute. Mais l'ailier rate son premier lancer. Entre ces deux tentatives, Boris Dio entre en jeu, à la place de Tim Duncan, pour mieux défendre la ligne à 3 points sur l'action suivante, si besoin. Kawhi inscrit son deuxième lancer, et l'écart remonte à +3 en faveur des Spurs. Le Heat a donc une dernière possession pour réussir l'impossible, et décrocher la prolongation. Pour ça, il faut mettre un panier longue distance, et sans surprise, c'est LeBron qui s'y colle. Une nouvelle fois, il échoue. Sauf que sans Duncan sur le terrain, les Spurs n'arrivent pas à sécuriser le rebond offensif
offensif, que Chris Bosh arrive finalement à capter. L'intérieur, très lucide sur ce coup-là, ressort immédiatement sur Ray Allen. Tony Parker défend sur lui, il sort bien, mais c'est inutile, le ballon transperce le filet, et le match part en overtime. Abattus, les Spurs lâchent ensuite totalement, s'inclinant finalement 103-100 lors de ce match 6, avant de laisser le 8 aller choper le titre grâce à une victoire 95-88 lors du match 7. Si encore une fois, évidemment, il faut donner énormément de crédit à Ray Allen et à son shoot décisif, impossible à nouveau de ne pas reprocher aux Spurs d'avoir complètement laissé échapper un trophée qui leur semblait acquis. Et même si évidemment ce fut très difficile à encaisser pour Greg Popovich et ses hommes, qu'ils se consolent. Non seulement ils ont remporté le titre l'année suivante, mais en plus de ça, ils ne sont clairement pas la première équipe de l'histoire à avoir laissé passer une ou plusieurs occasions de s'imposer en finale NBA. En effet, pour vous parler de ça, revenons en 1969 lors d'une finale devenue un grand classique entre les Celtics et les Lakers. Bon, pour vous rappeler le contexte, les Seas avaient remporté 10 des 12 derniers titres NBA, quand les Lakers, eux, n'avaient plus gagné depuis 1954 malgré 5 présences en finale sur les 7 dernières saisons. Cette campagne devait marquer la fin d'une ère pour les Lakers, qui enfin, en menant 2-0 puis 3-2 lors des finales NBA, pouvaient rêver du titre. Bon, déjà ce qu'il faut noter, c'est qu'à ce moment-là, les Californiens gaspillent une cartouche à Boston, en s'inclinant sur le fil 120-117, et s'obligent à remporter un match 7 à la maison pour s'emparer du trophée tant désiré par un Elgin Baylor notamment, qui courait déjà après depuis plus de 10 ans. Surtout que du côté des Celtics, même si évidemment tout le monde était conscient des qualités de l'équipe formée autour de son duo Bill Russell-Sam Jones, on semblait s'approcher de la fin d'une ère, vu l'âge avancé des cadres. Après une saison régulière qui ne leur a pas permis de décrocher mieux que le site fort à l'Est, personne ne s'attendait à ce que la Maison Verte puisse à nouveau accéder au final, et encore moins rivaliser avec les Lakers jusqu'à un match 7. Et pourtant, alors que plusieurs fois les Californiens avaient la série en main, c'est bien ce qu'il s'est passé lors de ces playoffs 1969. Néanmoins, ce dont il faut se rappeler, c'est que la situation ne semblait pas inquiéter les Lakers plus que ça, qui ce jour-là ont été victimes d'un karma méchamment violent. Et oui, le front office des Lakers avait peut-être vu les choses en grand trop tôt. En amont du match 7, l'équipe avait préparé 5 caisses de champagne, et surtout des centaines de ballons gonflés à l'hélium, pour célébrer ensuite le titre comme il se doit, à la maison. Si Jerry West a fait part de son mécontentement, visiblement déjà apeuré par le karma qui pourrait s'abattre sur son équipe, cela n'a rien changé. Les ballons sont restés en place, et Bill Russell, avant la rencontre, les a vus. La légende dit qu'il n'en a pas fallu plus aux Seas pour trouver une motivation supplémentaire, grâce à un énorme troisième quart-temps et une bonne résistance aux assauts des Lakers qui leur a permis de s'imposer sur le fil, sur le score de 108-106. Bill Russell, 11 bagues en poche, pouvait prendre sa retraite tranquille, tandis qu'Elgin Baylor, lui, ne finira jamais bagué. Cette finale a probablement représenté son occasion la plus proche de remporter un titre, mais malheureusement pour lui et ses Lakers 1969, un choc lors de la fin de la série et un vilain coup du karma en auront décidé autrement. Par contre, vous, si vous voulez vous attirer un karma positif, on vous conseille de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Croyez-nous, ça fonctionne à tous les coups. Merci d'avance pour la force et le soutien. Mais bref, quoi qu'il en soit, ne pensez pas qu'il faille atteindre les finales NBA pour vivre un choc qui marque l'histoire. Parlez-en aux Seattle Supersonics de 1994. À cette époque, le premier tour ne se jouait qu'au meilleur des 5 matchs, mais Sean Kemp, Gary Payton et leurs potes, qui venaient de dominer la conférence Ouest en saison régulière, pouvaient a priori débarquer en playoff tranquille. À cette époque-là, dans l'histoire de la NBA et de la post-season, du premier tour, jamais un seed 8 n'avait éliminé un seed 1. Surtout que bon, cette fois-là, après 2 matchs à domicile, les Sonics menaient déjà 2-0, en ayant dominé de la tête et des épaules à chaque fois en plus. Les hommes de George Karl n'avaient plus qu'à conclure. Personne n'imaginait alors les Nuggets de Dikembe Mutombo, auteur d'une saison à 42 victoires, remonter l'écart face à des Sonics à 63 wins. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé lors de ces playoffs 1994. Animé par une cohésion et un sens de l'effort remarquable, Denver, grâce aux 31 points de Reggie Williams, est allé chercher le match 3 à la maison. Lors du match 4, ce fut au tour de LaFonso Ellis de briller, et avec son énorme double-double à 27 points et 17 rebonds, les Nuggets miraculeusement arrachaient la rencontre en prolongation, et revenaient à 2-2. Là, autant vous dire que ça commençait à trembler un peu dans les calbutes des joueurs de Seattle, qui néanmoins pouvaient se rassurer à l'idée de revenir à la maison pour disputer ce match 5 décisif pour la qualification au deuxième tour. Dans cette rencontre, défensivement, Dikembe Mutombo, motivé comme s'il jouait sa vie, fut juste légendaire. Avec 8 contre au total, il a été héroïque en étant l'artisan principal du choc des Sonics en fin de match. Même si la rencontre s'est jouée en 2 prolongations, les joueurs de Seattle, étouffés par la défense de Dick, ne cumulèrent que 9 petits points sur les 10 minutes de temps de jeu supplémentaires. Cette attaque qui en saison scorait près de 106 points par match en 48 minutes de temps de jeu n'avait pas pu ce jour-là marquer plus de 94 points en 58 minutes. Sur un dernier raté des Sonics, Mutombo prenait le rebond et s'effondrait en larmes, conscient de l'exploit que venait de réaliser son équipe. Les joueurs des Sonics, eux, repartaient les fesses toutes rouges, victimes sans aucun doute du plus gros upset de l'histoire de la Grande Ligue à cette époque. Par contre, si les Sonics veulent se consoler, eux aussi peuvent trouver de bonnes raisons. Parce que oui, si perdre au premier tour en 5 matchs face au seed 8 c'est déjà honteux, faire la même chose sur une série en 7 matchs, ça l'est encore plus. Ça, les Mavericks 2007, qui pourtant sortaient d'une saison brillante à 67 wins avec un Dirk Nowitzki MVP, ont été les premiers de l'histoire à le faire. Et déjà, si l'on remet le contexte en place, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, c'était compliqué pour les fans de Dallas. La saison précédente, lors des finales 2006, les Mavs avaient perdu en finale, face aux Heat, après pourtant avoir mené
menait 2-0 dans la série. On ne va pas vous mentir, cette finale tapait déjà très fort à la porte quand nous avons dû faire le cut pour ne garder que 10 chokes. Cependant, soyons lucides, si l'on compare ça avec ce qu'il s'est passé pour les Mavs en 2007, c'est limite du pipi de chat. Par contre, en termes d'accumulation et de montagne russe, pour les fans de Dallas, on bat limite des records. En effet, du côté du Texas, on pouvait se montrer optimiste quand le mois d'avril 2007 est arrivé. Ok, la déconvenue des finales 2006 avait été difficile à digérer, mais depuis, la franchise avait largement redressé la barre et tous les signaux semblaient au vert pour que cette équipe revancharde puisse aller au bout cette fois-ci. Face à eux, au premier tour, une team des Warriors vaillante, mais tout de même peu impressionnante. Menée par Baron Davis, Jason Richardson et Stephen Jackson, les Californiens faisaient pâle figure face à ce mastodonte suite à leur saison à 42 petites victoires. Et pourtant, si on parle d'eux aujourd'hui, comme on l'avait fait en détail dans une vidéo à l'époque, c'est que le résultat n'a pas été en faveur des Mavericks. Coachés par Don Nelson, un ancien de la maison Mavs, les Warriors, conscients de toutes les failles de leurs adversaires, ont pratiqué un jeu hyper physique et plein d'intensité, face auquel Dirk Nowitzki s'est vite montré en difficulté. Pendant ce temps, le trio des Warriors, porté par un public de feu à domicile, ne touchait plus terre, tournant à eux trois à plus de 67 points de moyenne par rencontre sur l'ensemble de la série. Guidés par cette atmosphère, les Californiens, après avoir été chercher le match 1 à l'extérieur, remportèrent leurs 2 confrontations à domicile et menaient 3-1 dans la série. Le mal était fait. Si les Texans donnèrent un dernier espoir en remportant le match 5 à Dallas, ils furent ensuite incapables de surmonter l'ambiance de l'Oracle Arena et craquèrent définitivement en s'inclinant 111 à 86 lors du match 6. Si évidemment la légende retient particulièrement l'épopée des Warriors We Believe et l'exploit réalisé, il faut aussi se rendre compte à quel point cette élimination fut malaisante pour les Mavericks. Parce que ouais, on pourra dire ce que l'on veut sur le choke des Warriors 2016, au moins eux avaient passé le premier tour. D'ailleurs, ça passe souvent sous le radar, mais 4 ans plus tard, en 2011, les Spurs encore ne sont pas sortis des playoffs bien fiers, eux non plus. Fort d'une saison à 61 victoires qui leur a permis de terminer au sommet de la conférence Ouest, ils affrontaient au premier tour les Grizzlies, tête de série numéro 8 après leur campagne à 46 wins. Sauf que très rapidement, la série n'a pas pris la tournure initialement prévue. À l'arraché, cette équipe, adepte du grit and grind et des hustle plays, est allée chercher le match 1 à l'extérieur, puis le match 3 à domicile, à chaque fois au forceps, par 3 petits points d'écart. Et c'est à ce moment-là que pour les Spurs, c'est juste la catastrophe, l'écroulement. Avec un Tim Duncan à côté de ses pompes, moins de 13 points de moyenne pour lui sur la série, Marc Gasol et Zach Randolph prennent le contrôle total de la raquette. Memphis s'impose alors en 6 matchs, après même être passé à 2 doigts de remporter la série 4-1. Gary Neal, qui pensait se donner une opportunité de sauver la saison des Spurs avec son buzzer beater pour décrocher la prolongation puis la victoire lors du match 5, n'a finalement fait que repousser l'échéance. Encore une fois, bravo aux Grizzlies qui clairement ont fait preuve de plus d'agressivité que les Spurs lors de ce premier tour. L'histoire nous l'a montré, quand un seed 8 veut la win plus que le seed 1, tout est possible. La nonchalance des Spurs, qui sur cette série se sont montrés usés, voire vieux, leur aura été fatale. Pourtant, la suite nous a montré que ce groupe en avait encore beaucoup sous la pédale, ce qui rend ce choc finalement encore moins excusable. Et puis, en parlant d'excuses, vous pensiez vraiment que nous allions faire une vidéo sur les chokes sans évoquer le spécialiste en la matière, Doc Rivers? Pour ça, nous n'avions que l'embarras du choix, mais notre préféré reste celui de 2015 avec les Clippers. Parce que ouais, on va être gentil, on veut bien mettre la défaite de 2020 après avoir mené 3-1 sur le fait que dans la bulle, il n'y avait pas la possibilité de jouer les matchs à domicile, devant son public. De plus, c'était la première saison commune de Kawhi Leonard et Paul George. Allez, ils sont excusés. La défaite au deuxième tour avec les Sixers face aux Hawks en 2021 aurait aussi pu être évoquée, tout comme celle face aux Celtics en 2023. Cependant, on le répète, mais on va oublier tout ça, car rien de pire que ce qu'il s'est passé lors de ce deuxième tour des playoffs 2015 entre les Clippers et les Rockets, deux équipes qui avaient terminé leur saison sur un bilan de 56 victoires pour 26 défaites. Cette saison-là, du côté de LA, l'effectif semblait on point. Lorsque Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan partageaient le terrain ensemble, l'équipe faisait partie des plus redoutables de toute la ligue. C'est grâce à cet avantage que les hommes de Doc Rivers, après une victoire au match 1 et 2 succès à domicile, purent prendre un avantage de 3-1 dans la série. Bon, de retour à Houston, les Clippers laissent totalement filer le match 5, perdu sur un score fleuve de 124 à 103. Pas grave, invaincus à domicile sur la série, ils se donnaient l'occasion de conclure en 6, à la maison. Objectif qui se matérialisait sérieusement quand en fin de troisième quart, les Rockets étaient relégués à 19 longueurs. C'est à ce moment-là que Kevin McHale a semble-t-il baissé les bras, sortant alors son meilleur scoreur, James Harden. Quand le barbu est revenu sur le parquet, à 1 minute de la fin du match, son équipe menait miraculeusement par 9 points d'écart. Ouais, porté par un inattendu duo Josh Smith-Corey Brewer, arrivé en courte saison en plus, qui a pris feu à 3 points lors des dernières minutes du match, les Rockets ont infligé un horrible 40-13 dans le dernier quart à des Clippers déboussolés, devenus complètement incapables de jouer au basket. La perte de confiance faisait peine à voir, plus les assauts texans se multipliaient et moins les Californiens semblaient en mesure de réagir, ratant attaque après attaque des shoots grand ouverts. Le momentum ayant ensuite définitivement changé de camp, les Clippers, bien sûr, finirent par s'incliner à Houston, au match 7, sur le score de 113 à 100. Comme quoi, tu peux remporter un match 3 de 25 points, un match 4 de 33 points et mener 3-1 dans une série quand tu es coaché par Chuck Rivers, tu n'es à l'abri de rien. Se faire fesser à
un quart temps de la qualification par un binôme de role-players, c'est quand même sacrément honteux pour ces Clippers de 2015. Ceci dit, à la décharge de Doc, si on veut parler un peu des Sixers, la franchise de Pennsylvanie ne l'a pas attendu pour connaître de très gros chocs. Pour ça, rendez-vous en 1981. Les Sixers de Julius Erving font partie des toutes meilleures équipes de la ligue, eux qui ont participé à 2 des 4 dernières finales, toutes les 2 perdues. La franchise de Pennsylvanie n'a alors plus décroché le titre depuis 1967, et du côté des fans de Philadelphie, ça commence à gronder. Heureusement, l'année 1981 apportera de nouveaux espoirs, quand lors des finales de conférence, Dr. J et ses potes mènent 3-1 face aux Celtics. Les deux équipes sortaient d'une grosse saison, à 62 wins, et le plus difficile semblait fait pour les Sixers, afin de retrouver les Rockets en finale. Match 5, première cartouche pour Philadelphie, en déplacement à Boston. Il reste moins de 2 minutes à jouer, et le score est de 109 à 103 pour les Sixers. C'est là que, portés par leur public, les Seas infligeront un 8-0 à leur adversaire pour revenir à 3-2 dans la série. Pas grave, il reste un match 6 et potentiellement un match 7, qui a priori n'aura pas lieu d'exister. En effet, dans le Game 6, les 76ers, portés par un très gros Daryl Dawkins, iront prendre jusqu'à 17 points d'avance dans la rencontre. Ce qui n'était pas prévu, c'est que mal guidé par un Julius Erving à 5 sur 17 au tir, l'équipe allait totalement de choc sa deuxième mi-temps. En fait, dans le troisième quart, un fan de Philly a balancé un projectile depuis les gradins, en direction de Cedric Maxwell. Transcendés par l'événement, les Six sont ensuite revenus au score, et se sont imposés finalement 100 à 98, 3-3 dans la série. Le momentum allait-il changer pour le Game 7 à Boston, dans un Garden bouillant, à une époque où la rivalité entre Bird et Erving commençait déjà à prendre de l'ampleur? Pendant longtemps, c'est ce que l'on aurait pu croire, mais ça c'était avant un troisième choc consécutif pour les Sixers. Si portés par un bon Dr. J cette fois-ci, à 23 points, les Sixers ont pendant longtemps fait la course en tête, la fin de rencontre fut une nouvelle fois terrible. Défendu fort par un Cedric Maxwell qui terminera MVP des finales, Erving perdra 6 ballons dans la rencontre, dont plusieurs lors des possessions décisives. Sur ce mauvais élan, avec seulement un petit point inscrit lors des 5 dernières minutes de ce duel, Philadelphie s'inclinera finalement d'un petit point, 91 à 90. 3 cartouches de suite grillées pour se faire éliminer à un pas de la finale en raison de mauvaise gestion constante des money time, c'est plus que honteux. Aujourd'hui encore, on se demande comment le coach Billy Cunningham a fait pour rester en place. Ceci dit, ces Sixers 1981 avaient au moins eux le mérite d'aller jusqu'en finale de conférence, étape que la franchise d'aujourd'hui n'a plus atteinte depuis désormais 23 ans. Et concernant Billy Cunningham, la patience a fini par payer pour les dirigeants de Philly qui, avec lui et grâce à l'arrivée de Moses Malone, ont fini par remporter le titre 2 ans plus tard en 1983. Bon, là déjà, on commence à avoir fait un joli tour des chocs qui ont marqué l'histoire des playoffs NBA. Cependant, nous ne pouvions pas vous laisser sans en évoquer au moins 2 de plus, qui, comme pour celui des Sixers que nous évoquions juste avant, ont eu lieu en finale de conférence, mais à l'ouest cette fois-ci. Alors pour le premier, revenons en 2000 du côté de Portland. Sur le papier au départ, c'est quand même très difficile de considérer ça comme un choc. En effet, les Blazers affrontaient les Lakers de Shaq et Kobe, qui alors roulaient sur la ligue, et sortaient juste d'une saison régulière énorme, à 67 victoires. En plus de ça, dans cette finale de conférence, les hommes de Phil Jackson menaient déjà 3-1 après 4 rencontres. On pourrait donc déjà considérer ça comme un exploit de la part des Blazers d'avoir réussi à revenir à 3 partout pour décrocher un match 7. Cependant, le scénario de ce match 7, il faut qu'on l'évoque, tant il est terrible pour cette équipe de Portland, qui au plus mauvais moment a vu son basket complètement disparaître. Et ouais, dites-vous que ces Blazers, portés par leur momentum des matchs précédents, menaient encore de 16 points dans les dernières minutes du troisième quart-temps. Arvydas Sabonis et Rashid Wallace faisaient un travail démentiel sur Shaquille O'Neal, qui à ce moment-là de la rencontre, à son compteur, n'affichait que 9 petits points, à 2 sur 6 au tir. Non, vous ne rêvez pas, les Jailblazers n'étaient alors qu'à quelques petites minutes de revenir d'un 3-1 et de sortir en finale de conférence l'équipe qui, quelques semaines plus tard, allait entamer son three-peat légendaire. Mais non, Portland n'en a pas voulu de cette finale NBA. Au buzzer du troisième quart, Brian Shaw balance un missile à 3 points, qui rentre par miracle avec la planche, ce qui réduit l'écart à 13 points. Ce shoot résonne comme un déclic. Sur les 12 dernières minutes de la rencontre, Sheed et ses copains ont encaissé un très violent 31-13 de la part des Californiens, avec au milieu de ça un 15-0 qui les a totalement détruits mentalement. Sur la période, Shaq s'est réveillé, a doublé son total de points pour terminer à 18, concluant notamment avec un lay-oop iconique sur une passe de Kobe dans le Money Time. Ce match avait duré 12 minutes de trop pour cette équipe des Trailblazers, qui mit du temps ensuite à se remettre de cet échec, vu que derrière, il a fallu attendre 14 ans pour que la franchise passe à nouveau un tour de playoff. Et pourtant, qui sait, sans ce shoot de Brian Shaw, c'est peut-être eux qui auraient entamé une dynastie. Et pour terminer, dans un contexte un peu similaire, évoquons les Rockets 2018. Pour eux aussi, c'est très sévère de parler de choke, vu qu'en phase 2, en finale de conférence, ils avaient les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant champions en titre, et auteurs d'une saison à 65 wins. De plus, alors qu'ils menaient 3-2 dans la série, les Texans ont vu Chris Paul se blesser, ce qui forcément ne les a pas aidés. Sauf que désolé, autant se prendre un blowout à l'extérieur 115 à 86 lors du match 6, on pardonne, autant perdre un match 7 de la sorte à la maison, absence de Chris Paul ou pas, c'est un énorme choke. Cette saison, portée par un James Harden MVP, les Rockets étaient probablement à leur prime, et on le sentait, pour eux, ça ressemblait un peu à l'année ou jamais. L'équipe était celle qui en NBA prenait la plus grosse proportion de ses tirs derrière la ligne à 3 points, l'arme favorite de Mike D'Antoni. Entre James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza ou encore PJ Tucker, des
joueurs capables de mettre dedans et de prendre feu à longue distance, il y en avait du côté de Houston. Ce match 7, toute la fanbase comptait dessus. C'était l'occasion de mettre un terme à l'hégémonie Warriors. Tous les analystes en étaient conscients. Malgré l'absence de Chris Paul, si les Rockets connaissaient un bon soir à 3 points, ils avaient tout ce qu'il fallait pour s'imposer à la maison. Mais à ce moment-là, qui aurait pu prévoir que lors de cette rencontre décisive, l'équipe allait manquer 27 tirs à 3 points consécutifs? Si ça c'est pas un choke, ils ont fini avec un horrible 7 sur 44 derrière la ligne. Selon les analytiques, dans ce duel décisif, les Rockets ont tenté 46 shoots grand ouverts pendant ce match. Ils n'ont rentré que 13 d'entre eux, une catastrophe. En face, Curry et KD ont fait le taf, et c'en était fini des Rockets. Golden State n'avait plus qu'à aller réaliser le back-to-back, en allant s'imposer en finale, face à Cleveland. Certes, la présence de Chris Paul aurait pu changer la donne, mais pour nous, ça ne suffit pas. Rater 27 paniers à 3 points de suite dans un match si important, c'est obligatoirement un immense choke, qui pour nous se devait d'avoir une place dans les 10. Et pour finir, vu que comme vous l'avez remarqué, nous ne les avons pas classés, ces chokes, on vous laisse nous donner votre top 3 en commentaire. Quels sont pour vous les 3 chokes les plus légendaires de l'histoire? On a hâte de vous lire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.